Chers internautes, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette première émission de l'année 2021 de Prévoyance TV que nous allons consacrer au plan d'épargne retraite et plus globalement d'ailleurs à la retraite, vous verrez. Je profite de cette occasion pour vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé dans cette période quelque peu inédite. Nous avons encore le temps, nous sommes le 28 janvier. Alors comme je vous le disais, nous allons nous focaliser tout au long de nos échanges sur la retraite et l'épargne retraite des travailleurs indépendants en compagnie de mes invités. Alors j'ai avec moi sur le plateau Monsieur Florian Combe. Vous êtes directeur des risques et investissements de Garance. Bonjour Florent. Donc la mutuelle Garance est historiquement spécialisée sur les artisans, puis ensuite sur les commerçants, puis ensuite vous êtes ouvert à tout le monde, aux particuliers, et vous êtes une mutuelle spécialisée en matière de retraite et de prévoyance. Vous pourrez évidemment nous donner plus de précisions sur le sujet. Et vous distribuez un PER individuel depuis l'automne 2019, si j'ai bien suivi, sur lequel nous allons revenir pendant cette émission, puisqu'il a quelques spécificités. Avec nous aussi, nous avons le plaisir d'avoir Lionel Corr, un sous-directeur des assurances à la Direction Générale du Trésor. Vous êtes très présent sur le PER et sur bien d'autres matières dans l'assurance, en tout cas ces derniers mois, sur bien d'autres sujets. Et année, oui. Le PER, vous le connaissez bien, alors j'ose dire que vous l'avez quasiment créé, en tout cas vous l'avez porté sur les fonds baptismaux, et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous aurons ici également Stéphane Rappelli, un économiste indépendant du cabinet Rappelli. Stéphane Rappelli va arriver sur ce plateau, il a un retard, un impondérable, mais il va arriver en cours de plateau, il vous prie évidemment de l'excuser. Stéphane Rappelli est spécialisé dans l'étude des travailleurs indépendants, et notamment des TPE. Il intervient auprès d'organismes assureurs de renom sur la place, il produit des études de marché, assure des formations et des conférences, donc on le remercie d'avance de revenir sur ce plateau. Alors, le PER, il ne vient pas de démarrer, il a maintenant un peu plus d'un an, on va dire 1 an et 4 mois, si je compte bien. Lionel Corr, vous allez nous donner un peu l'état des troupes, hein. Où en est-on? Est-ce que ça a bien fonctionné? Est-ce que vous êtes satisfait? Merci beaucoup. Alors le point de terrain et le point qu'on peut faire à date, c'est un point qui est très positif parce que le PER répond manifestement aux attentes que nous avions placées, nous, pouvoir public, dedans, et manifestement aussi les professionnels. Alors pour mémoire, le PER, le plan d'épargne retraite, donc c'est un volet de la loi Pacte. La loi Pacte elle-même, c'était une loi qui était destinée à renforcer la compétitivité des entreprises. Et quel lien avec l'épargne? En fait, tout le volet financement des entreprises, en fait, est un volet épargne, parce que l'enjeu sur lequel on travaille finalement depuis un certain nombre d'années, et la loi Pacte a été finalement au cœur de la politique du gouvernement en la matière, c'est orienter l'épargne des Français vers les fonds propres des entreprises. Et c'est tout ça qu'on fait dans Pacte, qui est vraiment la pierre angulaire de notre politique en la matière, qui permet en fait la refonte des produits pour permettre finalement de repositionner vers les fonds propres des entreprises, parce que c'est aussi l'intérêt des épargnants. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de taux bas, de taux négatifs, et la crise n'a rien changé à ça, voire accroît les chances que ça dure encore pendant un certain temps, les taux bas et négatifs. On aurait tendance à dire que les besoins sont encore plus importants aujourd'hui, finalement. Et les besoins des entreprises sont encore plus importants. Elles se sont en plus endettées encore un peu plus pendant la crise, donc le besoin d'avoir des fonds propres pour retrouver du développement, et ça va être notre sujet de la relance dans les mois et années qui vont venir, ça n'a fait que renforcer ces besoins-là. Donc finalement, cette politique, elle est encore tout son sens aujourd'hui, même encore plus. La loi Pacte, c'était un volet essentiel, et parmi l'une des bonnes façons finalement d'investir dans des fonds propres des entreprises, c'est de se redonner de l'horizon. Et il y a un besoin pour ça, enfin il y a un besoin d'horizon long, c'est de la préparer la retraite. Et on avait des produits, les PERP, les Madelin et autres, qui fonctionnaient pas forcément très bien. Et donc on s'est attaqué à ça avec la loi Pacte. Alors avant de parler un tout petit peu plus du PER qui va nous occuper, juste pour mentionner que dans la loi Pacte, il n'y a pas que le PER, parce qu'on a fait aussi une rénovation plus générale des produits d'épargne. On a le PEA, évidemment, qui est un produit par construction destiné au financement des entreprises. On a rénové ce qu'on appelle l'eurocroissance, c'est le contrat de moyen terme d'assurance vie qui était trop compliqué. Maintenant, on a fait un produit très simple. Qui fera l'objet d'un plateau exactement, tout à l'heure. Ça va être un grand sujet de 2021, l'eurocroissance. Oui. Le capital d'investissement, qui était un grand absent de l'assurance vie, et qu'on a complètement refondu pour le démocratiser et pour lui permettre en particulier d'entrer dans l'assurance vie. Et puis donc le PER, qui va nous occuper sur ce plateau. Le plan d'épargne retraite, globalement, c'est une réforme qu'on a bâtie avec le terrain, en se disant on ne va pas en faire un produit obligatoire, ça va rester de la retraite supplémentaire, c'est ça qu'on veut
c'est ce type de produit-là qu'on veut rénover. Et donc, si on veut que ça marche, il faut que ce soit attractif. Et donc, on a travaillé avec tout le monde, à commencer par ceux qui conseillent et qui distribuent ces produits au quotidien. Et on en est arrivé au PER, qui est un produit qui a été vraiment construit par eux. Et donc, on est content que ça marche, effectivement, puisque de ce point de vue-là, ça répond à leurs attentes. La sortie en capital, le choix, en fait, entre la rente et le capital au moment de la sortie, y compris pour acheter sa résidence principale, un produit qu'on peut transférer très facilement, finalement, d'un opérateur à l'autre, d'un produit individuel à un produit collectif, concurrence entre produits gestion d'actifs, produits assurance qui répondent aujourd'hui absolument globalement aux mêmes règles. Il y a beaucoup plus de PER assurance aujourd'hui. Il y a encore peu de PER bancaire, sauf si vous avez des informations. On voit beaucoup des PER assurance. Il y a eu beaucoup de PER assurance. Si on regarde les produits, il y a un cadre pour le PER, mais finalement il y a quand même 3 types de PER différents. Il y a le PER individuel. C'était un monde où il n'y avait que des assureurs avant. Donc c'est un peu normal qu'ils aient été les premiers à lancer des nouveaux PER, mais les gestionnaires d'actifs ont aussi commencé à lancer des PER individuels. Et puis ensuite, sur le monde de l'entreprise, il y avait 2 types. Il y avait les contrats 83, des contrats obligatoires, qui étaient aux contrats de travail, et puis les PERCO, qui étaient pour tout le monde dans l'entreprise, et qui, eux, étaient gestion d'actifs, la différence des premiers qui étaient assureurs. Et donc, il était assez naturel qu'au départ, les uns et les autres commencent par faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et puis donc maintenant ils vont sur de nouveaux produits. Et le gros des volumes était chez les assureurs avant, entre les PERP, les articles 83. Article 83, c'est des anciens contrats, donc il y avait plus de volume. Donc voilà, donc c'est pas anormal, mais on a véritablement aujourd'hui l'objectif qu'on cherchait, c'est-à-dire qu'on a des gestionnaires actifs qui font des produits individuels et des produits catégoriels obligatoires, et à contrario, des assureurs qui font des produits qui faisaient pas, des produits universels. Voilà. Alors ces produits, la formule individuelle, donc qui a fusionné, on va dire pour faire simple, le PERP et le Madelin retraite. Alors par rapport au plan d'épargne retraite populaire aujourd'hui, est-ce que vous avez des chiffres qui permettent de nous dire le PER finalement ça fonctionne plus vite que le PERP? Le PERP avait eu de mémoire quelques difficultés, quelques retards à l'allumage. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, alors si je donne les grands chiffres aujourd'hui, les chiffres qu'on a, c'est des chiffres après 1 an de commercialisation. On n'a pas encore les chiffres à la fin de l'année, mais les chiffres à la fin de l'année seront importants parce qu'on sait que sur des produits avec une défiscalisation à l'entrée, il y a des campagnes en fin d'année, donc on espère que les chiffres fin 2021 vont être meilleurs, mais après 1 an de commercialisation, c'est-à-dire au 1er octobre 2020, on a déjà 12 milliards sur les PER dans l'ensemble, c'est-à-dire y compris le collectif, 1,2 million de Français couverts. Et sur l'individuel, sur le PER individuel, on a à peu près 5 milliards d'encours, donc au bout d'1 an. Pour le PERP, c'était 6 ans qu'il nous a fallu quand même pour avoir ce type de volume-là. Alors on a eu des transferts quand même sur des anciens produits, malgré tout. C'est quand même des ouvertures. Là, ce que nous disent les professionnels sur le terrain, c'est que la dynamique est au moins 2 fois supérieure à ce qu'ils ont connu sur le PERP, et même au-delà du retard à l'allumage dans les années qui ont suivi. Donc c'est vraiment un produit qu'ils commercialisent assez facilement, et c'est un produit que l'on demande aussi. C'est pas un produit seulement qu'on C'est aussi un produit qui s'achète. Qu'on demande. C'est aussi un produit qui s'achète, comme on dit. Voilà, dans notre jargon. Voilà, ok, parfait. Merci Lionel Cor. Florent, est-ce que, alors déjà, vous sentez cette dynamique, vous, par rapport au PERP? Je sais, en tout cas, vous aviez du Madelin, vous aviez du Madelin retraite, Vous aviez surtout du Madelin retraite. Vous sentez cette dynamique sur le PER? Est-ce que c'est plus facile, entre guillemets, à commercialiser? Est-ce que ça s'achète plus facilement, pour rebondir? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il y a une actualité très présente, on va dire, sur la retraite, et donc très discutée également, et qui a quelque part remonté cette problématique dans l'esprit de tout le monde. Et il y a eu également le fait que le lancement de tous les produits retraite a beaucoup animé finalement les aspects marketing et puis l'intensité concurrentielle là-dessus. Donc finalement, on en a parlé beaucoup plus. Et cette problématique, qui est une vraie problématique de fond, elle est remontée davantage. Après, pour Garance, c'est une mutuelle qui est spécialiste de l'épargne et de la retraite, donc très ancrée dans le Madelin précédemment. Donc il y a une continuité et il y a une demande des clients avec certaines précautions, parce que la bascule n'est pas toujours évidente. Il faut vraiment analyser l'intérêt en profondeur pour voir ça. Mais il y a eu effectivement un intérêt assez fort de nos clients, à commencer par les clients existants, parce qu'il y avait des caractéristiques qui leur semblaient attractives. D'accord. Alors, caractéristiques par rapport au PER dans sa globalité, par rapport à ce qu'il y a aux différents compartiments, possibilités donc de sortie en rente ou de sortie en capital. Alors vous avez choisi un PER particulier, alors qui est issu de votre finalement de votre historique. Vous avez choisi de continuer sur les produits en points.
Alors, je crois que c'est important parce que là, c'est pour les TNS, et artisans commerçants en priorité, ou également profession libérale ou plutôt artisans commerçants. Alors il y a un ancrage historique de Garance dans ce sens, mais aujourd'hui Garance se définit comme un partenaire de l'économie de proximité, et même en étant ouvert à toutes les clientèles, mais quand même il y a cet ancrage souhaité et puis qui est historique également. Et pour le produit qui s'appelle Garance Sérénité, donc Garance Sérénité, le ton également, parce que il y a une partie des adhérents qui souhaitent qui sont prudents d'ailleurs et qui souhaitent avoir beaucoup de visibilité sur leur retraite. Et donc le produit, c'est un produit en unité de rente, comme on dit, donc c'est-à-dire en points, et qui reprend un langage assez connu, qui est celui de la retraite complémentaire, ou voire du futur régime universel, avec d'un côté la valeur d'acquisition. Alors on va la moduler en fonction de l'âge par un coefficient supplémentaire, et puis la valeur de service. Et beaucoup de flexibilité et de simplicité dans le produit, et je pense que c'est ça qui est attractif aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens peuvent souscrire en versement libre, en versement programmé, ou comme vous le disiez, par transfert. Aujourd'hui, la dynamique commerciale que l'on observe, c'est beaucoup de transferts, parce que c'est attractif. Et par ailleurs, parce qu'on avait cette vision historique, on faisait du produit en points dans le cadre de Madelin. Donc il y a eu une logique de continuité qui a structuré le produit, avec des options de prévoyance qu'on connaissait bien, puisqu'elles étaient déjà utilisées et demandées, donc on les ciblait parfaitement. Donc il y en a une pour les TNS, tout ce qui a incapacité, invalidité, qui prend en charge les cotisations, et puis l'autre qui concerne le décès avant la liquidation de la retraite de l'assuré, qui peut dans ces cas-là basculer sur générer en tout cas une rente ou un capital pour le bénéficiaire de son choix. Le choix du produit en points, donc c'est pour une question effectivement de simplicité, de lisibilité. Vous pensez que c'est pour cette cible de clientèle? Voilà, il y a également l'aspect sortie qui est important, parce que donc sur la rente, il y a vraiment deux grandes options qui sont prises. Soit elle est individuelle, personnelle, soit c'est une rente de réversion. Donc ça, c'est une problématique qui est importante à tenir en compte. Et également, donc la sortie en capital qui maintenant est possible. Et même donc avec un produit en points, je vois qu'il faut. Même avec un produit en points, la revalorisation. Donc une des forces de Garance qui a beaucoup de plus-value dans son bilan, et la capacité à revaloriser le produit donc sur des taux assez attractifs. Donc c'est pas parce que c'est en points que ce n'est pas attractif non plus financièrement. Donc le rendement pour 2020 du produit retraite est de 2,50, ce qui est pas si mal, voilà. Donc voilà, et je veux dire effectivement, donc le rendement de 2,50, c'est-à-dire que c'est la valeur du point c'est la revalorisation annuelle du point. Voilà, que permet les statuts. Voilà, puis même c'est un aspect réglementaire où cette revalorisation est mécanique, une fraction des revenus financiers et des revenus techniques. Et parce que Lionel Corre a bien insisté là-dessus, c'est le PER, dans le cadre de la loi PAC, c'est pour le financement de l'économie. Donc qui dit portefeuille pour un contrat en points, dit aussi investissement. Comment se répartit un peu le portefeuille? Les contrats en points sont une exception dans la logique de la loi PAC, ils ont été introduits. Puisqu'il y a une logique de gestion profilée. En fait, toute la question de fond est de savoir si on fait porter le risque par l'assuré, et effectivement en le tournant vers des financements de l'économie, plus vers les actions, donc, ou bien est-ce que c'est l'assureur qui continue à porter le risque, et ça, dans ces cas-là, c'est la capacité à l'assureur à porter le risque. Pour Garance, l'actif général qui est derrière le contrat, c'est un actif qui est entre 25 et 30% d'actifs risqués, donc en actions, en infrastructures, en immobilier. Donc ces actifs réels, ça contribue. Il y a une part également d'obligations privées, donc ça contribue au financement. C'est pas que des obligations d'État sans risque qu'on pouvait peut-être reprocher à certains contrats. Et ça pose le sujet également du statut que doivent avoir les acteurs qui font ça. Dans la loi Pacte, il y a aussi tout un volet pour les acteurs qui ressemblent à Garance, pour avoir une réglementation qui reflète plus le long terme et les problématiques de la retraite qu'est par exemple le FRPS. D'accord.
Merci Florent. Stéphane Rappelli, vous nous avez rejoint. On vous a présenté tout à l'heure. On vous a excusé d'avance. Donc merci de nous rejoindre. Donc je disais, vous êtes un socio-économiste, spécialiste des petites entreprises. Il y en a pas beaucoup en France, et vous intervenez donc pour plusieurs organismes. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc vous connaissez bien forcément les TNS. Sur cet aspect de retraite, aujourd'hui, est-ce que l'on a des chiffres? Est-ce que vous avez des chiffres qui puissent nous expliquer les problématiques d'ensemble pour la problématique d'ensemble pour les TNS, sachant qu'il faut quand même segmenter. Vous avez une grosse différence entre les artisans, les commerçants qui ont des pensions de retraite globales, c'est-à-dire tout compris, qui sont quand même assez basses et plus en moyenne plus faibles que celles qu'on observe au niveau de l'économie. Les artisans, c'est autour de 1300 euros par mois, global. Les commerçants, on est un petit peu plus faible, c'est 1240 euros. C'est des pensions qui sont relativement faibles. Pour les professions libérales, le problème est un petit peu différent, puisqu'on tourne plus vers des niveaux de pension qui sont assez élevés et correspondent à ceux du cadre. Mais même dans ces ensembles-là, il y a des sous-segments qui existent, et ça rend la lecture un petit peu compliquée. Mais il y a un vrai sujet de retraite sur les commerçants et les artisans, ça c'est clair. Et pouvoir avoir des produits complémentaires qui soient certes attractifs mais surtout efficaces, c'est un plus. C'est quelque chose à développer très clairement. Une question sur les réversions. Je crois qu'il y a un sujet aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on peut régler aussi avec le PER. Faut pas oublier à le dire. La réversion, c'est pas simple en France. C'est pas simple d'autant plus pour les professions indépendantes. Les montants de pension de retraite pour les femmes, dès lors qu'elles sont artisans ou commerçants, sont très très faibles. Quand on regarde les droits directs, c'est-à-dire uniquement les droits qui sont donnés par maintenant Sécu indépendant, pour les femmes, les femmes artisanes, c'est 221 euros mensuels. C'est quand même assez frappant comme données. Pour les commerçants, c'est 200 euros. Donc vous voyez qu'on est sur des niveaux qui sont très très faibles. Nécessairement, la réversion, ça doit être un outil qui doit être développé, et encore une fois, avec une réelle efficacité. Doit être conseillé. Je suppose que au niveau de la crise actuelle, ça ne va pas forcément arranger, ou à moins que il y a un manque de visibilité. Là, à l'instant T, commerçants, artisans ont un manque de visibilité très clair sur l'avenir. Déjà, avec le taux d'actualisation psychologique qu'ils ont, qui est quand même assez faible. En gros, plus l'échéance est lointaine, en l'occurrence la retraite, plus c'est loin, moins ils ont tendance à valoriser le fait d'investir dans leur retraite très, très simplement. Là, à l'heure actuelle, c'est très très compliqué. Parler retraite à des artisans qui débutent ou qui sont au milieu de leur carrière, de leur activité artisanale, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir aussi que ça évolue le cycle de vie. L'intérêt pour la retraite, je crois que c'est assez naturel, va intervenir dans quasiment les dernières années d'exercice, les 6 dernières années d'exercice. Auparavant, ça reste une cible qui est quand même assez dure à toucher. Mais ma question était, est-ce qu'aujourd'hui, plus globalement, on voit bien qu'il va commencer, on reparle effectivement de remettre la réforme des retraites globale, cette fois-ci sur la table, on voit bien qu'il y a un niveau d'endettement assez important, que les organismes sociaux... Est-ce que c'est pas quelque chose qui va quand même pousser, à un moment donné, toute la population, et en particulier les travailleurs non salariés, à s'en préoccuper? Je ne sais pas si vous avez des réponses par rapport à ça. Se dire finalement, je ne suis pas loin d'être un économiste, mais on a quand même l'impression que globalement, on ne va pas vers un taux de remplacement qui va augmenter. Ça paraît... je me tourne vers le Trésor, mais il me dirait le contraire. On serait tous heureux d'ailleurs de l'apprendre sur ce plateau. Mais, mais se dire qu'on va, dans la situation actuelle, avoir une retraite par répartition qui va augmenter, ça paraît difficile. Donc il y a quand même un espace qui s'ouvre. Il y a quand même un espace qui s'ouvre là. Et au niveau du comportement, j'entends pour les TNS, qui par définition étaient déjà un peu plus enclins à se constituer leur propre retraite que les salariés, qui comptaient quand même beaucoup sur le régime général, sur les régimes de base obligatoires.
Non, je sais pas. Pour les TNS, c'est assez spécifique. Pour les professions libérales, vous avez une culture du produit financier qui existe. Très clairement, il y a une affinité, c'est lié au niveau de diplôme, à toutes ces choses-là. Pour les commerçants artisans, l'épargne retraite, enfin l'épargne d'avenir qui était faite, c'était essentiellement de immobilier commercial, artisanal, ou à vocation, à location aux particuliers. Ça avait deux fonctions. Ça avait une fonction pour la retraite, très éloignée, et la première fonction, c'était aussi la transmission aux enfants. Et c'est d'ailleurs assez flagrant, quand on regarde le cycle de vie des TNS, dans ces catégories-là, on voit qu'ils commencent à avoir une espèce de frénésie à l'achat immobilier à l'arrivée du premier enfant. Et ils cherchent à capitaliser dans l'immobilier. C'est quelque chose qui rassure, c'est quelque chose, culturellement, ils ont l'impression d'avoir prise dessus, alors que artisans, commerçants, faut pas oublier que ce sont des gens, on dit des gens du faire, ce sont des gens de métier qui sont absolument pas comptables. Donc réellement la pierre rassure. Et c'était leur principal investissement pour le futur. Il serait peut-être bon que ça change à un moment peut-être aussi. Alors parce que beaucoup fabriquaient entre guillemets leur propre retraite en conservant leur immobilier commercial, en le mettant en location. Alors Alex, ça va pas durer éternellement, on l'espère en tout cas, mais en attendant, là, on voit bien la limite quand une crise comme celle-ci. Je sais pas si vous avez des remontées spécifiques, Stéphane, mais de problématiques de compléments de retraite faites avec de l'immobilier. Très clairement, là on a en l'occurrence des artisans qui louent de l'immobilier professionnel. Les loyers rentrent plus. D'accord. Et ça commence à 6 mois, ça peut passer. Il y a toujours une question affinitaire avec le locataire parce que c'est de fait aussi des artisans. C'est compliqué d'aller réclamer les loyers, mais là ça devient un petit peu. Enfin, la situation est très très tendue. Elle devient très très tendue. Et on voit des choses assez catastrophiques quand même. Des arguments, messieurs, je sais pas, par rapport à... Je pense que le besoin, il existait de toute façon avant même qu'on parle de réforme de retraite, parce que les taux de remplacement, ils sont déjà jugés insuffisants par beaucoup de Français, c'est pas nouveau. Et puis, ce besoin de diversifier, effectivement, l'épargne, il existait déjà, il existe encore. Et effectivement, avoir tout en immobilier, préparer sa retraite uniquement par de l'immobilier pour des TNS, ou s'appuyer, donc si on parle de taux de remplacement uniquement sur la retraite obligatoire, ça pose aussi des difficultés où c'est pas suffisant pour beaucoup. Ça, c'était vrai. Et comme vous le disiez, je pense qu'il faut pas s'attendre à ce qu'on augmente les taux de remplacement. Et j'allais dire que, donc il y avait déjà de la place de toute façon pour un plan d'épargne retraite. Il y avait déjà de la place pour la retraite supplémentaire en général. Et puis le fait qu'on n'a finalement pas encore fait la réforme des retraites, fait qu'il y a encore de la certitude sur ce que sont les retraites demain. Donc je pense que ça, c'est plutôt une opportunité pour le développement d'un produit facultatif de retraite supplémentaire. Vous ressentez les choses comment, Florent, au niveau de Garance ? Alors, deux choses. Il y a le court terme. Donc, le court terme, effectivement, nous on a été très attentifs au rachat Covid. Donc, on s'efforce également d'accompagner fortement les démarches des adhérents et de manière plus large l'économie de proximité dans la façon de sauvegarder leur activité et puis de bénéficier de toutes les aides qu'il y a. Donc, on a fait une plateforme qui s'appelle Garance à vos côtés qui permet de porter ça. Les rachats Covid, en fait, on en a vu assez peu finalement. Peut-être qu'il y a des effets décalés, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a eu d'autres possibilités pour préserver en tout cas, essayer de traverser la crise plus ou moins bien. Et après, au-delà de ça, à plus long terme, l'approche de Garance, c'est une approche qui essaye de raisonner, en projet. Donc, on a fait un partenariat avec qui s'appelle Incube, qui permet une fintech qui permet de au-dessus des produits, finalement, dialoguer avec le client sur ses projets réels. Et donc ces projets, ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets de retraite, et ce qui permet de distinguer les horizons, l'aversion au risque par projet, puis la façon de faire. Et après, ça se déverse dans les produits, mais c'est au plus proche, finalement, des préoccupations des clients. Juste une précision, parce que même si c'est un produit en point, on peut sortir pour l'achat de la résidence principale. Ça fait partie c'est la grande beauté dans les possibilités de rachat. Ça fait partie du package. Ça fait partie du package aussi. Parce que comme le contrat en point, on pourrait se dire, c'est non, on sort bien de cette. On peut sortir en capital et on peut sortir pour l'acquisition des résidences principales. Mais par rapport à ce que disait Stéphane Rappelli sur cette appétence finalement que des TNS et notamment des artisans commerçants pour l'immobilier, il va falloir changer. D'accord, la repousser, il va peut-être falloir
falloir un peu changer nos habitudes pour X raisons. D'abord parce que l'immobilier n'est peut-être pas une valeur qui va grimper au ciel aussi, et qui va subir certainement peut-être un contre-coup, peut-être sur du long terme, parce que c'est toujours du long terme. Ça fait du long terme à la hausse comme du long terme à la baisse. Est-ce que le produit en points se veut simplificateur? Est-ce que là il y a ça va se raccorder selon vous? Est-ce que voilà, pour libérer un peu cette réticence qui existe, elle n'est pas insurmontable, mais bon, jusqu'à présent c'était pas forcément très simple. Donc effectivement, pour l'instant, l'immobilier, c'est un actif qui n'a cessé de monter, poussé par la baisse des taux également. Hein, donc là, les taux, probablement vont rester bas un certain temps. Et puis donc ça a déjà pas mal monté. Donc c'est vrai que la question de la diversification et de voir une perspective qui est de nature différente. Hein, l'immobilier, c'est un complément de revenu immédiat, c'est une épargne également. Sur la retraite, les aspects liés à la rente et puis ce qu'on disait, la réversion, qui est un véritable sujet. Hein, c'est un sujet global, y compris juridique. Je pense que ça fait partie vraiment de la panoplie de choses qu'on peut proposer. Et c'est plus les artisans, les commerçants, les professions libérales qui aujourd'hui investissent sur le PER chez vous, alors vous avez une forte dominante, peut-être forte dominante artisan, mais en fait il y a un intérêt général pour nos produits que l'on voit se développer notamment chez les libéraux, notamment du fait des bonnes performances des produits. Donc, d'accord. Donc un contrat en points, simplifié pour nos artisans commerçants. Stéphane Rappelli, ça vous semble Ça me semble une excellente idée, si ce n'est qu'il faut aussi l'accompagner arriver à leur donner confiance. Et c'est pour ça que ce que vous proposez là au niveau du suivi très personnalisé, le bilan, ça me paraît une excellente chose. Je sais que ça coûte très très cher à mettre en place, mais je pense que c'est aussi très payant à terme, parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux sont un petit peu en défiance vis-à-vis de tout ce qui concerne les systèmes de protection sociale. Quel qu'il soit, que ce soit retraite, santé, etc. Il y a une réelle, je ne vais pas vous refaire l'historique du RSI, actuellement de la CIFPAF pour les libéraux, mais une vraie défiance. Et le fait qu'il y ait des acteurs qui arrivent quelque part à amener un produit simple, compréhensible immédiatement, et surtout qui donne confiance, et l'aspect que ce soit en point, à mon avis, c'est essentiel, parce qu'on vous garantit que vous aurez un retour sur ce que vous avez investi, c'est très très fort. Il faut arriver, avant de vendre peut-être le produit en lui-même, à vendre la confiance. Et ça, c'est un vrai job, ça, à mon sens. C'est les forces des mutuelles d'être affinitaires et d'être également, avoir dans les administrateurs des représentants de ces adhérents. Cela dit, je rebondis, Stéphane, sur la question de la protection sociale. Il y a des avancées qui sont prévues dans la loi de financement de sécurité sociale, notamment pour donner des IJ, des indemnités journalières aux professions libérales qui n'en avaient pas. Donc, ça change un peu par rapport au refus finalement de l'après-guerre, et que chacun voulait ses systèmes. Aujourd'hui, on a quand même tendance à se dire que finalement, une approche un peu calquée, on va dire, sur le régime des salariés, pour pas aller trop loin, c'est pas forcément si mauvais que ça. Écoutez, messieurs, je vous remercie pour ce plateau. Je vous remercie de votre présence. J'ai juste une dernière question quand même à vous poser, à la mutuelle Garance, parce que vous savez laquelle je vais vous poser. Vous nous avez habitués à un très beau taux de rendement sur vos fonds en euros l'année dernière, 3%. Alors combien faites-vous cette année ? Donc sur le fonds en euros, là, on est qui sur le produit oui. épargne, qui n'est pas le produit retraite. Tout à fait, pas de produit retraite. Le taux cette année est de 2,75, c'est communiqué ce matin. Qui a été effectivement communiqué ce matin. Je voulais faire ce petit clin d'œil. Merci beaucoup, Lionel Corr, merci beaucoup. Stéphane Rappelli, merci. Vous avez couru, mais merci d'avoir couru jusqu'à nos studios. Florent Combe, merci beaucoup au nom de la mutuelle Garance. Et je vous dis à très bientôt pour parler de retraite. Je pense que cette année, on aura encore des choses à dire. Merci, au revoir. Bientôt.